Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage où nous allons parler de l'autopilote Vision. Enfin, donc je vais enfin avoir l'autopilote Vision aujourd'hui et je pourrais vous en parler. On va aussi bien sûr parler technique et explication, le pourquoi du comment de la Vision et pourquoi le système Vision a beaucoup plus de chances d'évoluer vers une conduite autonome dans l'avenir qu'un ancien autopilote utilisant des radars ou d'autres capteurs. Alors, petit disclaimer pour commencer et petite réponse à certains messages pas très sympathiques que j'ai reçus. Alors d'autres qui ont été sympathiques, je précise, hein, mais qui mettaient en doute la fiabilité de Tesla. Premièrement, si on n'avait pas touché aux caméras, eh bien ma voiture fonctionnerait parfaitement et n'aurait jamais eu le problème. Probablement jamais. Mais je serais resté sur l'ancienne autopilote qui n'évoluait plus. Bon, pour la bonne cause, j'ai fait remplacer les caméras. Remplacement qui est gracieusement offert par Tesla et qui est suite à un rappel constructeur. Donc ça, c'est déjà la première chose. D'ailleurs, quand on me dit « Ouais, mais quand on voit tous les problèmes que tu as eu, c'est de la merde, Tesla », non. Je vous ai documenté tous mes petits problèmes. Mais en l'occurrence, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de gros problèmes avec ma voiture. J'espère que ça va continuer. Mais surtout, petite précision, c'est qu'en termes de fiabilité, j'ai jamais vu une voiture comme une Tesla. En 148 000 km, ma voiture n'a rien eu. Si je la compare à toutes les autres que j'ai eues. Toutes, sans exception. Bien, ça c'est une première chose. Deuxième disclaimer, et là c'est pas forcément en faveur de Tesla, le système après-vente qui fait beaucoup polémique, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, et je dois dire que là, il y a un truc quand même. Autant le système automatique me va bien, autant ce que je trouve déplorable, et là, qu'on soit bien clair, ça c'est extrêmement emmerdant, c'est que on me fait un rappel constructeur qui se passe mal. Parce que la voiture a très bien fonctionné sur 40 km, et après, je pense qu'il y a un problème de serrage sur une vis ou sur une position de caméra, ce qui fait que la caméra, elle doit bouger légèrement, et donc c'est une erreur humaine, c'est pas une erreur technique, c'est une erreur humaine pour moi. Et je pense que ce qui a été aujourd'hui le cas sur ma voiture, c'est que il y a eu un mauvais serrage, et ça, je le comprends très bien. Ça peut arriver, on a beaucoup de boulot, quand on est en atelier, on peut pas être parfait. D'ailleurs, je dis toujours à ceux qui estiment que tout est inadmissible, etc., regardez d'abord vos erreurs avant de commencer à critiquer celles des autres. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, l'erreur en elle-même est tout à fait acceptable. En revanche, le système est vraiment déplorable, puisque quand je suis rentré à la maison, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rouvre un ticket. Je ne pouvais pas renvoyer juste un message en disant oh ça marche pas, ça marche plus. Donc une demi-heure après que le système ait été remplacé et que je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas, j'ai été obligé de repasser par toute la procédure, ce qui m'a fait pratiquement 3 semaines d'attente sans autopilote, alors que c'était une erreur du service center. C'est quand même dingue. Enfin, je sais pas, mais ça fait 3 semaines que je roule sans autopilote, alors que l'erreur vient de chez Tesla. Un chef d'atelier, un technicien expert, un réceptionnaire d'atelier, il serait allé voir son mécano, aurait dit écoute, là on a un problème sur la caméra, finalement ça marche pas, qu'est-ce qu'on lui dit au client, on le met entre deux autres clients qui viennent s'incruster entre deux clients dans la journée de demain, et c'est réglé. Et ça, vous n'imaginez pas le nombre de fois que ça m'est arrivé de finalement avoir des clients où une réparation c'est pas passé comme il fallait, parce que ça marchait bien en sortant du garage et puis ça marche plus un quart d'heure plus tard. Si le client revenait directement, on le prenait tout de suite, et puis tant pis, ça faisait décaler d'un quart d'heure un rendez-vous, et puis tant pis.
Je suis désolé, mais là, c'est entre guillemets une urgence. Le client, il a une attente par rapport à ça. Et en général, on arrivait à trouver le petit quart d'heure qui allait bien. Et voilà, c'est sûr que si ça arrive 10, 15 fois, 20 fois dans la journée, on va pas pouvoir gérer. Mais on va pouvoir gérer pour lui trouver un créneau dans les 24-48 heures. Pas 3 semaines plus tard, quoi. Voilà, maintenant, il est temps de parler de l'autopilote et de la différence entre l'autopilote traditionnel avec radar et de celui qui est uniquement basé sur les caméras. Première chose, on est aujourd'hui le 15 octobre. On m'a remplacé les caméras pour passer en système vision. Cette opération s'est extrêmement bien passée jusqu'à ce que l'une des caméras se désaxe. En allant voir dans le menu service, je suis quand même allé trifouiller dedans pour voir ce que c'était. Et en fait, c'est la caméra de droite qui a 2,8 degrés d'écart par rapport à la norme. Cette différence d'angle, elle paraît pas importante, mais elle est suffisante pour que l'image de la caméra de droite soit déformée et donc empêche l'utilisation des images pour déterminer les distances. Et là, du coup, on va parler technique. Alors, quelle est la grosse différence entre l'ancien autopilote avec radar et le nouvel autopilote sans radar? Le système avec radar va fonctionner de la manière suivante. Le radar va donner une image basse résolution, mais une image en 3D. Cette image en 3D va permettre de déterminer quels sont les objets les plus proches. Alors, c'est un peu plus complexe que vous voyez dans les vieux films avec les radars, avec le trait qui tourne et les petits points. En fait, le radar détermine la distance de l'objet et va la reporter comme une coordonnée. Ce qui fait qu'on aura une image 3D au même titre qu'un lidar. Le lidar et le radar donnent le même résultat à la fin, sauf que le radar fonctionne avec des ondes radio et le lidar avec un laser. C'est tout. C'est la seule différence entre un radar et un lidar. Maintenant que nous avons un radar et une image 3D très basique, vraiment très basique, on va lui superposer les images des caméras. Alors la superposition de ces images de caméra va permettre de déterminer quel objet se trouve à quelle distance, quel point en fait correspond à quel objet. C'est un petit peu ce que fait l'aviation en utilisant des transpondeurs dans les avions. Grâce aux transpondeurs, par exemple, eh bien, on peut déterminer que tel point correspond à tel avion. Pour la voiture, c'est différent, c'est l'analyse des images de caméra qui permet de déterminer si c'est une voiture, si c'est un piéton, si c'est un cycliste, etc. Donc, il faut mettre en correspondance ces deux images. Et c'est là que commence le problème. Puisque lorsque vous réalisez ceci, vous allez avoir vraiment un souci de correspondance s'il y a des conditions particulières. Prenez par exemple une ombre. Une ombre sur la caméra va vous donner quelque chose de solide, quelque chose qui se rapproche, par exemple, l'ombre d'un pont. Et d'un autre côté, le radar, lui, il dit non, il n'y a rien. Quelle est l'information qu'il faut prioriser? On va se dire, le radar. Oui, sauf que si jamais, par exemple, on est dans des situations un peu particulières où, par exemple, quelque chose tombe sur la route et qui est perméable aux ondes radar, il ne le verra pas, mais la caméra le verra. Et donc, on va le percuter. Donc, Tesla a priorisé la sécurité. Petit aparté, les systèmes plus simples, plus simplistes, utilisés par beaucoup d'autres constructeurs, donc qui ne sont pas des autopilotes, mais un simple maintien dans la voie, et un régulateur adaptatif n'ont pas ce problème-là. Parce que le maintien dans la voie et le régulateur adaptatif ne sont pas corrélés. C'est-à-dire que les deux choses fonctionnent chacune indépendamment l'une de l'autre. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de sécurité. C'est à vous de faire attention, c'est à vous de regarder. Lorsque je vois des systèmes où on me dit « ouais, mais c'est la même chose que l'autopilote Tesla », c'est pas vrai. L'autopilote Tesla, lui, il va identifier, au même titre d'ailleurs que les systèmes de conduite autonome de chez Waymo, des systèmes Mobileye, etc. Ils vont identifier les menaces et les catégoriser. Donc si c'est un humain, si c'est un animal, si c'est un véhicule, si c'est un vélo, enfin bref, vous aurez forcément une catégorisation des menaces entre guillemets. Et est-ce que la menace est mobile, immobile? Alors le système de suivi dans la voie, que chez les constructeurs français par exemple, ne fait pas ça. Tout ce qu'il fait, c'est repérer les lignes et les suivre. Point.
et ça s'arrête là. Donc l'autopilote, lui, il va devoir gérer ces deux différentes informations qui sont pas correspondantes. Bon, ça c'est un problème. Alors Tesla s'est dit, bon ben, puisque on n'a pas une bonne information dans les radars, pourquoi ne pas les supprimer? Ou en tout cas les remplacer par des systèmes à haute résolution. Alors ils ont tenté le coup, puisque même après l'installation de l'autopilote vision, certaines autos aux États-Unis, des S et des X, ont été équipées de radars haute résolution. Et il s'est avéré que la réponse du système n'était pas meilleure. Alors par contre, supprimer un radar, ça pose un problème. Et le problème, il est de catégoriser ce qu'on voit à l'écran. Donc il faut des caméras de bonne qualité, ce qui explique le changement des caméras de ma voiture. Deuxième chose, il faut aussi que plusieurs caméras sur plusieurs angles différents donnent la même image. Et grâce aux différences entre ces images-là, on va pouvoir calculer la distance. Ce calcul de distance est donc fait par l'intelligence artificielle, par le logiciel d'autopilote, et non plus par une mesure directe. Autre chose, donc pour qu'un système uniquement basé sur les caméras fonctionne bien, il faut aussi enlever les faux positifs. Et enlever les faux positifs, eh bien vous pouvez le faire lorsque vous allez avoir une expérience. Pourquoi est-ce que vous et moi ne freinons pas à l'entrée d'un tunnel, même non éclairé, alors qu'on n'y voit rien? Mais parce qu'on sait que par expérience, ça passe. Et ça, il faut que l'autopilote l'apprenne. Donc il doit avoir dans sa mémoire toutes les situations qui sont des faux positifs. En tout cas, un maximum pour ne plus avoir ces faux positifs. Et là, l'expérience de tous les utilisateurs de Tesla depuis les débuts de l'autopilote, eh bien, ma foi, elle s'avère réellement intéressante. Lorsque vous utilisez ces données, eh bien, vous allez pouvoir enseigner à l'autopilote que ça, c'est un faux positif. Il y a de très fortes chances que ce soit un faux positif, mais sans pour autant éliminer l'imprévu. C'est-à-dire que vous allez avoir une situation, par exemple, d'entrer dans un tunnel où un véhicule est stoppé et il a juste une petite lumière d'allumée. L'autopilote va le détecter et va dire « Oh là, par contre, il y a quelque chose. Il y a potentiellement quelque chose, donc je vais ralentir. » Et c'est comme ça que fonctionne l'autopilote Tesla en version vision. Et il s'améliore de jour en jour. Mais c'est aussi pour ça que l'autopilote avec radar ne pouvait pas évoluer au-delà du point où il était arrivé. Donc, la conduite autonome à 100% aurait été bien plus compliquée à mettre en œuvre avec des radars que sans. Bien, maintenant qu'on sait ça, on comprend mieux les freinages fantômes, on comprend mieux certains errements du système autopilote de l'ancienne génération. Maintenant, voyons ce qui se passera sur le nouveau. Toujours est-il que là, je me rends chez Tesla, comme je vous l'ai dit, et j'espère qu'ils vont pouvoir me régler la caméra parce que j'ai du trajet à faire, puisque je me rends au Salon de Paris demain. Demain, à la date de sortie de cette vidéo, je précise. Donc jeudi 17, je serai à Paris pour le salon et je vous ferai un JMT spécial salon à mon retour. Et ben ça y est, voilà. Je viens de récupérer ma voiture, il est 15h25. Je suis arrivé à 10h. Waouh! Maintenant, je pense qu'ils ont eu pas mal de problèmes et puis surtout, je pense qu'ils ont fait pas mal de tests pour être sûr que tout fonctionne bien. En tout cas, j'ai déjà l'affichage de tout ce qui se passe. Je vois toutes les voitures en stationnement. C'est juste un bonheur de retrouver mes aides à la conduite. Voilà, je sais pas si vous le voyez sur l'autre caméra, mais on voit les piétons. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, allez, on va faire notre premier trajet sur autoroute parce que de toute façon, il faut que j'aille faire des courses. Le régulateur est vraiment plus doux. Les changements de voie sont bien. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une amélioration. Maintenant, on va voir sur le long terme. Mais à 130, ça marche bien, 135. Sachant que j'utilisais rarement le régulateur au-dessus.
Là, en l'occurrence, elle se comporte extrêmement bien, avec temps de brouillard, etc. Finalement, il était temps, et c'est marrant parce qu'il se comporte différemment avec des alertes et des choses différentes de mon trajet d'il y a 3 semaines. Parce qu'il y a 3 semaines, j'avais pas encore fait les mises à jour logicielles. Aujourd'hui, j'ai toutes les mises à jour logicielles et très sincèrement, elle est un petit peu plus intrusive au niveau de la tenue du volant. Tournez le volant. Dès qu'on n'a plus la main dessus, elle vous le signale. Hein. Oui. Mais en même temps, j'étais en train de tenir le volant. Ah, elle est sensible, hein. Ça c'est sûr, va falloir s'y faire. L'alerte est plus visible qu'avant, beaucoup plus visible qu'avant, en tout cas. Et c'est pas un mal finalement, mais purée, c'est sensible. Hein. Vache. Ah, elle gueule moins quand on réaccélère manuellement. Elle gueule moins. Hein. Tot. Ah, bon, freinage fantôme. Youpi. Je pensais qu'on en aurait plus, mais là... alors, à mon avis, c'était lié à la voiture qui passait un petit peu sur l'autre voie. Mais voilà, il m'a fait un petit freinage. On va voir avec les camions qui tiennent pas leur voie. L'ancienne autopilote était très, très, très sensible. Dès qu'on était avec un camion qui commençait à chevaucher les bandes blanches, il freinait et il était très agressif par rapport à ça. Et on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant je suis en 100% autopilote et on va voir ce qu'elle me dit comment elle se comporte par rapport aux réaccélérations, par rapport au comportement des autres usagers et des camions. Alors les camions, il les localise beaucoup mieux qu'avant. Alors parce qu'avant, quand on passait à côté d'un camion, il avait tendance sur l'écran à beaucoup naviguer. Et là, visiblement, il arrive à mieux positionner les véhicules. Donc, plutôt très très bien de ce côté-là. La réaccélération est très naturelle. Ni trop forte, ni trop faible. Ça correspond bien à une conduite plus naturelle. Le changement de voie est plus rapide, plus incisif au départ, mais toujours aussi doux, voire un peu plus doux qu'avant. Le régulateur ralentit de manière beaucoup plus naturelle. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Globalement, pour mon premier ressenti sur autoroute, la voiture se comporte de manière beaucoup plus humaine. Et c'est je pense, ce qu'il faut retenir de l'autopilote Vision, c'est qu'il se comporte de manière plus humaine que l'ancien système. Parce que l'ancien système faisait penser à quelqu'un qui hésite très souvent, alors que là, on a retrouvé une certaine sûreté, une certaine assurance dans le comportement de l'autopilote, ce que j'avais un petit peu perdu dans les dernières versions de la version non Visio. On a vraiment ici une assurance, un freinage qui est plus net, plus propre, beaucoup moins d'à-coups. J'ai eu un freinage fantôme tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était vraiment un freinage fantôme. Je pense plutôt que la voiture avait détecté un mouvement derrière moi ou sur le côté. On va voir comment elle se comporte à la réaccélération maintenant. Hop, ça se range. Le véhicule accélère devant. Et elle accélère tout de suite dans la foulée. Ouais, plutôt très bien. Là, il y a un camion qui tient pas. Ah, petite hésitation là, de nouveau. J'ai déjà remarqué que l'autopilote en virage, quand il y a des camions, il est pas super. Alors par contre, là, le camion qui était proche de la ligne, avant, il aurait hésité. Là, j'ai pas du tout d'hésitation. Ok. Alors là, j'arrive sur un camion qui est en train de dépasser.
et le système se comporte très bien. Le ralentissement est ferme, donc à la fin, mais il reste relativement doux. Ouais, là, elle réaccélère assez rapidement. Elle a un temps de réaction qui est nettement réduit par rapport à l'ancien système, hein, à tous les niveaux, que ce soit pour le dépassement, donc elle met beaucoup moins de temps à hésiter. Pour les réaccélérations, c'est pareil. Globalement, j'ai une meilleure vision aussi du trafic qui vient en face. On va dire, si je prends tout en compte, il y a des plus, des moins, mais là je trouve qu'il y a pas mal de petits plus qui sont bien, surtout pour la fluidité de l'utilisation dans le trafic. C'est encore plus naturel. Je retrouve quelque part le comportement de l'autopilote que j'avais découvert, on va dire, mi-2020, fin 2020, où l'autopilote était très bon. Très très bon, et je trouvais qu'il s'était dégradé depuis. Et là, je retrouve un autopilote qui est aussi bon, avec en plus toute la sécurité qu'on a eue depuis, donc à savoir l'angle mort. Globalement, ouais, marche bien. Ça me change pas de manière transcendantale, mais au moins j'aurai les prochaines évolutions. Voilà, le camion il était sur la voie, sur la bande blanche. Avant, elle aurait freiné. Alors que là, elle dit plus rien. Ah, test dans le brouillard, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Donc est-ce que dans le brouillard, l'autopilote va perdre ses repères? Senti un petit ralentissement, mais pourtant je suis à 115. Là, le camion est sur la bande. Ah ouais, là il a réagi par contre. Mais il a réagi en freinant. Je trouve ça surprenant. Vitesse limitée par une faible visibilité. Alors qu'avant, ça marchait très bien. Ouais. Donc, partant de brouillard, voilà, faible visibilité. Ah bah là, il me ralentit. Et il vous affiche pas à quelle vitesse il se met. Yallah. Donc je prends ma marge de manœuvre, je monte à 115. Pour l'instant, il veut bien. On va voir ce qu'il va me faire. En fait, là, le brouillard était pas spécialement dense. On voyait quand même bien. Et puis, elle m'a ralenti en me disant vitesse limitée, brouillard. Visibilité limitée. Ok. Ce que je n'avais pas avec l'ancienne autopilote. Mais bon, des fois, elle me faisait peur. Parce que avec une pluie battante, des fois, elle roulait très vite et j'en étais à réduire la vitesse manuellement. Parce que l'autopilote conduisait aussi vite que par temps sec. Et en Allemagne en particulier, où il y a beaucoup de gerbes d'eau, beaucoup de visibilité faible, et c'était problématique. Voilà. Bon, allez, je suis sur la sortie d'autoroute. Brouillard toujours. Je me remets en autopilote. Alors déjà là, oui, c'est bon. La première réaction, c'est que l'autopilote s'active très 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 vite. Par rapport à avant, où il fallait un certain temps à la voiture pour se poser et savoir où elle était, là ça va beaucoup plus vite. On sent qu'il y a une puissance de calcul qui est quand même largement plus importante, ne serait-ce que par le logiciel. Bon, là j'ai l'autopilote d'activer sans ligne blanche et ça navigue quand même. Waouh! Là il est en train de chercher son chemin et il se rapproche du camion. Là ça bouge beaucoup quand même. Parce qu'il n'y a pas de bande blanche. Bon. En tout cas, ça marche.
quand même. Mais là par contre, j'ai coupé l'autopilote et il me le donne plus. Il me laisse plus l'activer. Donc, tant qu'il est activé avant, ça fonctionne. S'il n'est pas activé avant, il vous dira non. Après, je vous emmènerai sur une petite route pour voir ce que ça donne. Bien. Me revoilà sur les petites routes lorraines. On n'est pas très loin de la maison, mais on est sur une petite route qui est assez sinueuse. Pour ceux qui connaissent, entre Lutzelbourg et Saverne. Et là, en fait, à la sortie du village, je vais activer l'autopilote et on verra bien comment il se comporte dans les grandes courbes, etc. Il faut savoir que c'est un endroit où je passe de manière très régulière. C'est un endroit que je connais bien et où l'ancienne autopilote se comportait pas mal, mais freinait beaucoup, ralentissait énormément dans les virages. Donc, est-ce qu'il va me faire la même chose maintenant? J'en sais rien. Alors, voilà le premier virage. Hop, elle reste à 79. Pareil, 57 km/h. 55, 53. Ouais. Là où l'ancienne autopilote pêchait un peu, le nouveau pêche aussi. Donc, finalement, il y a quelques petites améliorations. Il n'y a rien de transcendantal. Je pense que la législation européenne est pour beaucoup dans le fait d'avoir des grosses limitations à l'autopilote. Maintenant, d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de grosses améliorations, mais il n'y a pas non plus de réel retour en arrière comme on avait pu le voir. Au final, j'ai retrouvé mon autopilote et c'est ça qui me fait énormément plaisir et surtout qui me rassure pour les prochains trajets. Alors, je vais conclure cette vidéo avant de rentrer. Finalement, la voiture se comporte plutôt bien et l'autopilote de nouvelle génération est plutôt vraiment, on va dire, plus humain que l'ancien système. Il y a moins d'hésitation, il y a beaucoup plus de douceur dans le fonctionnement sur autoroute. Pas d'amélioration, par contre, sur les endroits où anciennement l'autopilote avait tendance à être un petit peu hésitant, là il l'est toujours. Mais en l'occurrence, c'est toujours à vous de contrôler la conduite. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand je pense au FSD qui est basé sur le même système. Très sincèrement, si ça c'est la manière de conduire du FSD, j'en veux pas. Voilà. J'espère qu'ils l'amélioreront et d'ici à ce qu'il arrive en Europe, c'est-à-dire pas avant longtemps, je pense, le vrai FSD qu'on verra sur Robotaxi, ma foi, moi je sens qu'il va me faire peur plus qu'autre chose. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense que les développements n'en sont qu'à leur début et il y a beaucoup de choses à améliorer. Reste, comme dit, que l'autopilote reste une référence. L'autopilote Tesla, pour moi, c'est encore une référence. Ça reste une très bonne référence de ce qui est bien. Même si d'autres systèmes aujourd'hui commencent à s'en rapprocher. Je pense que aujourd'hui, les radars ou les lidars n'ont pas leur place dans l'automobile. Pas plus d'ailleurs que dans les voitures autonomes. Les caméras peuvent suffire, même si je pense que utiliser par exemple de la caméra thermique ou infrarouge serait vraiment sympa pour rajouter quelque chose. Mais je pense qu'il faut rester dans l'image plutôt que de passer dans des systèmes où on va utiliser de l'onde radar, où on va utiliser du laser. Et ça, je pense que c'est pas bon. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vous donner rendez-vous dimanche pour le JMT spécial mondial de l'automobile de Paris de 2024. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.